On est de retour et en ce moment même, c'est le président Donald Trump là, qui vante son bilan. And every country accepts them. You know, under Biden, they wouldn't take. They had so little respect that they'd bring them there, and they wouldn't take them. They said, "Get the hell out of here." They would be bringing a plane in to land in a country, and they'd put 5 planes on the runway so you couldn't land the plane. So they'd come back with the people that they were bringing back. They don't do that with me. They do that with me. They have problems. They don't do it. They accept them back. They're not happy about it, but they accept it back. Évidemment, le président Trump là, qui parle de tout ce qui s'est passé cette année, vantant ses actions et non pas celles de Biden. Évidemment, tout est de la faute de l'ancien président des États-Unis, Joe Biden. Et depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, évidemment, tout va très bien, Madame la Marquise. On voulait s'intéresser particulièrement à la question du Groenland parce que vous avez été très nombreux depuis le début de la semaine à nous, même la semaine dernière, là, à nous parler des tensions là, qui montent autour du Groenland. Ça vous inquiète beaucoup. On en a parlé un petit peu en première heure d'émission. On va aborder la chose, mais également parler de ce discours de Donald Trump à Davos en ce moment même. On est en direct. Éric Duchesne est professeur titulaire au département de sciences politiques. Il est membre de l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Duchesne. Bonjour, Madame Maréchal. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Merci. Alors là, Donald Trump qui dit que pour la première fois, la frontière est sécuritaire, qu'il a nettoyé, il a fait beaucoup de nettoyage. Comment vous voyez, vous, on en a parlé pas mal tout à l'heure avec les auditeurs et des invités, entre autres un scientifique qui habite à Atlanta, qui est un peu découragé, qui nous parlait de cette espèce d'angoisse qu'on partageait d'ailleurs avec de plus en plus de citoyens américains. En ce qui concerne le Groenland, d'ailleurs, ça contribue beaucoup. Hein. Tout le dossier Groenland contribue à nourrir cette angoisse actuelle. Ben oui, le Groenland. Je crois qu'il n'y aurait pas la même angoisse s'il n'y avait pas eu en premier lieu le Venezuela. Le Venezuela, voilà. Évidemment, là, on s'est dit, bon, M. Trump lance beaucoup de projets, des paroles en l'air. On a même utilisé, on parlait de taco, Trump always chickens out. Et là, maintenant, c'est FAFO qui veut dire, en gros, ben prenez-le au sérieux, ça peut se produire. Donc, il faut mettre ça dans cette perspective-là. La menace semble sérieuse. Il y a toutefois, évidemment, autant au niveau interne qu'au niveau international, là, il y a un certain rejet de cette perspective-là. Les Américains eux-mêmes, là, je pense que le taux de soutien est probablement de moins de 10%. Il y a même des républicains qui disent si jamais il y a une agression armée, je pense qu'il faudrait peut-être considérer un processus de destitution. Évidemment, comme on le sait tous, là, il y a 8 pays européens qui ont envoyé là, de façon symbolique quelques troupes. Et maintenant, ben, on se dit, est-ce que le Canada va suivre? M. Carney est en train de dire, ben oui, on est prêt. Il n'a rien annoncé. Juste avant de venir en ondes, moi, j'écoutais le discours de M. Carney à Davos. Il a démontré beaucoup de solidarité. En fait, là-dessus, peut-être, je me corrigerai moi-même parce que je disais Davos, mais il va être à Davos tout de suite après son discours. En ce moment, il parle de la Maison-Blanche. Il part à Davos ensuite, où il sera demain. Donc, voilà. Effectivement, vous avez bien raison. Donc, Mark Carney, en ce moment, je ne sais pas s'il a terminé, mais j'ai pris le début de son discours. Puis Donald Trump, son discours qui est si attendu, aura lieu demain. Voilà. Donc, Mark Carney a démontré beaucoup de solidarité envers l'OTAN, envers le Groenland. Parler évidemment là, de tous les efforts de multilatéralisme, a parlé contre la loi du plus fort qui, selon lui, ne vient pas renforcer le plus fort, mais vient au contraire l'affaiblir. Mais je n'ai pas eu encore de déclaration. On disait on va envoyer là, quelques troupes, nous aussi, au Groenland. Donc, on est encore en attente à ce sujet-là.
Il est très décousu, en fait, d'après ce que je peux comprendre de son discours à Washington en ce moment. Il parle à la fois du fait, il défend beaucoup ses positions, entre autres, concernant les transgenres, concernant ce que doivent être un homme et une femme. Ensuite, évidemment, il a parlé des droits de douane, il a parlé des immigrants, il a parlé du prix des médicaments. Il saute un peu d'un dossier à l'autre comme ça. Il passe d'une feuille à l'autre. Il n'a pas l'air convaincu des notes qu'on lui a fournies. Il est parti pour nous faire encore un laïus comme ceux auxquels on a désormais été un peu habitués. Là. On se souvient de quand il a pris la parole au moment de sa deuxième investiture. Bref, il jase, là. Il est en mode jasette et sur un sujet qu'il connaît très bien et qu'il adore, c'est-à-dire lui-même et ses actions. Bien évidemment, on n'a pas besoin de rappeler là, comment il s'en est pris à Biden lors de ce fameux débat, ces choses-là. Et de plus en plus, il est très difficile à suivre. Vous avez fait écouter un tout petit passage. J'avais aucune idée de quoi il parlait. Lorsqu'il parlait qu'il y avait 5 avions, puis un autre avion qui arrive. Aucune idée. Dans quel contexte? Puis, même au point de vue de ses tweets, on a jusqu'à tout récemment, on aurait cru un enfant de 5 ans qui a perdu une de ses bébelles et il écrit au premier ministre de la Norvège et lui dit « Ben maintenant, la paix, ça ne m'intéresse plus parce que vous ne m'avez pas donné le prix Nobel de la paix, donc je me sens plus concerné. » Et comme si c'était passé, là, il envoie ça aux autres ambassadeurs. Premièrement, la Norvège n'attribue pas le prix Nobel de la paix. Ben non. Le conflit, s'il y a conflit, ça semble être avec le Danemark. Le Danemark, c'est pas la Norvège. Et là, il envoie la même chose. On dirait qu'un message qui est écrit par un enfant de 5 ans à tous les ambassadeurs aux États-Unis européens. Et là, ben, on se dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Est-ce qu'il va bouger? On est là, un peu tous pendus à ses lèvres, à tenter d'interpréter, là, ça va être quoi la prochaine chose? Est-ce qu'on se situe au niveau là, du taco, en voulant dire, il lance bien des choses, puis il va voir qu'est-ce qu'il va tenir, ou c'est une menace réelle qui est le FAFO, mais là, peut-être que le président du Venezuela aurait peut-être croire à ça un peu plus, mais on est toujours suspendu à ne pas trop savoir à quoi s'en tenir. Et il vient de dire que, en parlant des droits de douane, d'abord, on a tout à fait le droit de mettre en place ces tarifs parce qu'on sait qu'en ce moment, toujours, on attend la décision de la Cour suprême. Mais je l'entendais l'autre jour, comme quoi il était prêt même à mettre dehors, à congédier les juges de la Cour suprême qui prendraient une décision à l'encontre des tarifs. Aujourd'hui, là, il vient de dire, là, à Washington, c'est sûr que ces tarifs-là, ils étaient nécessaires. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça nous a permis de prendre des centaines de milliers de dollars aux autres. Là, si on perd cette affaire devant la Cour suprême des États-Unis, il va falloir rembourser. Fait que là, c'est faire peur aux Américains en leur disant on a gagné des milliards de dollars, il va falloir qu'on rembourse. Là, les gens qui comprennent déjà rien vont encore être plus perdus, là, M. Duchesne. Ah ben oui, ben c'est ça. Tu vois, la question de remboursement, je ne verrai pas nécessairement comment ça peut. Mais non, ça marche pas de même. Mais non. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On peut nécessairement. Ça c'est ridicule. Ça, c'est dire n'importe quoi. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. On rembourse pas. Tu sais, au même titre, je voyais, mais j'ai trouvé ça m'a fait rire un peu, mais faire un parallèle, là, que les Français, le soutien qu'ils sont donnés aux Américains lors de la guerre d'indépendance, puis quelqu'un a fait un calcul qui devait quelque chose comme des milliers de milliards de dollars qui devraient être retournés aux Français. Donc, tant qu'à parler de ridicule, on peut parler de ridicule en ce sens-là. Donc, la décision de la Cour... Oui, allez-y. Sur la décision de la Cour, vous vouliez rajouter? La décision de la Cour suprême, évidemment, ça va être extrêmement important. On sait que, il y a 6 juges conservateurs et 6 juges plus libéraux, mais tout semble indiquer que les fameux tarifs basés sur la question de la sécurité nationale, ça ne passera pas la Cour suprême et devront être abandonnés. Ce qui fait que les Américains, il y a des outils. Il y a des outils qui existent dans la politique commerciale américaine. Il y a des outils internationaux qui peuvent être utilisés
où l'on doit justifier l'utilisation de certains de ces tarifs-là. Donc, on verra, est-ce qu'ils vont se tourner là, y avoir recours? Est-ce qu'il va tenir tête à la Cour suprême à ce sujet-là? Ouais. Mais là, on pourrait se retrouver dans une crise constitutionnelle qui est quand même assez importante. Et où est-ce que vous placez l'urgence pour un Donald Trump là, d'intervenir au Groenland? Est-ce que vous voyez ça comme une véritable menace? Oui, est-ce qu'il va mettre sa menace à exécution? Je pense qu'il y a beaucoup... je pense qu'au niveau interne, il va se rendre compte qu'il n'y a pas un appétit qui est nécessairement qui est très, très fort pour ça. Les justifications qu'il a utilisées pour ça ne tiennent pas vraiment, parce que les Américains contrôlent déjà une base à travers l'OTAN. Le Danemark, les Groenlandais eux-mêmes n'ont jamais dit, oui, on peut accepter une plus grande présence américaine si c'est pour défendre au sein de l'OTAN. C'était le cas dans le temps de la guerre froide. Il utilise le prétexte qu'il y a des sous-marins chinois et russes qui grouillent dans la région. C'est pas tout à fait vrai non plus. Il peut parler des ressources, là, des ressources minérales critiques qui sont pas si faciles que ça à aller chercher. Il y a d'autres ressources ailleurs, mais il n'y a rien qui dit que les Américains ne peuvent pas investir. Donc, si à travers toutes les raisons qu'il clame pour le contrôler, c'est à part de dire qu'il est en train de jouer au risque, qui voit ce beau territoire-là, puis il se dit hey, « c'est proche de chez nous, on aimerait l'avoir ». Mais si c'est vrai, là, ici au Canada, on doit commencer à se poser de sérieuses questions. Là, vous avez vu sa carte, toute la carte peinturée avec le dollar, avec le drapeau américain. Oui, c'est ça. Là, on a fait partie, mais évidemment, c'est très déstabilisant là, pour nous ici au Canada également. Un petit mot, vous parliez des Français, puis évidemment, Emmanuel Macron, en ce moment, il est pas mal barouetté par Donald Trump parce que d'abord, il vient de se faire imposer des droits de douane de 200 % sur les vins et les champagnes français. En réponse, d'ailleurs, à une espèce de résiliation, en réponse au refus, justement, d'Emmanuel Macron de rejoindre le fameux Conseil de la paix. Puis le Conseil de la paix, je voulais que vous en parliez très rapidement parce qu'il y a comme un frais d'entrée d'1 milliard de dollars. C'est une autre affaire qui n'a pas de bon sens, ça. Une autre affaire, donc, on regarde la charte. Il se nomme lui-même le président du conseil, décide qu'il va être admis. Vous voulez être un membre permanent, vous donnez 1 milliard de dollars, envoie des invitations à gauche et à droite, et puis dans les plupart des démocraties, on dit non. Donc, on va se retrouver avec un conseil des dictateurs pour parler de la paix. Ça n'a vraiment aucun sens. Et là, vous refusez, encore une fois, c'est quoi la justification de mettre des tarifs de 200 % sur le vin français, si c'est juste par attitude revancharde? Est-ce que ça va tenir la route? Moi, je ne vois pas comment ça pourra nécessairement tenir la route aussi. Ouais. Merci beaucoup, Éric Duchesne. Malgré tout ce qu'on dit, moi, ce que je retiens quand même, ce qu'il faut se poser comme question aussi, c'est que c'est fascinant. Des dictateurs, vous terminez sur les dictateurs, ils sont nombreux. On en a connu d'autres dans l'histoire contemporaine et des dictateurs sont jamais seuls. Il y a toujours plein de monde autour qui corroborent leurs actions qui nous paraissent complètement irréconciliables avec les droits humains ou même le droit international ou le respect de la vie humaine et des citoyens. Il y a toujours des gens... Si Donald Trump se faisait dire tous les matins par sa gang, « Garde, Donald, ça marche pas ce que tu viens de dire. Là. On fera pas ça. On n'ira pas au bat avec ça. On n'est pas d'accord avec toi. » S'il y avait des gens... Tout à l'heure, avec Jacques Letourneau, il disait il y a sans doute des gens intelligents autour de lui. Bien, sincèrement, ils sont où? Là? Qui sortent les gens intelligents? Parce que en ce moment... Moi, j'en vois pas. Je vois des gens aussi pétés que lui, là, qui ont des idées aussi saugrenues. Il est en train de dire, on a exclu les criminels sauvages de notre pays en parlant des immigrants, de certains immigrants. C'est sûr qu'il y en a des illégaux, là, mais il y en a aussi qui ont des papiers. Oh oui. Il y en a qui sont des immigrants qui travaillent, qui sont tout à fait en règle. Alors, ces discours-là, il y a quand même des gens autour pour dire, d'accord, mon Donald, on y va. Ça, mais c'est là... Si je peux conclure là-dessus, c'est là que vous démontrez toute la différence entre le 45e et le 47e président des États-Unis. Sous Trump 1.0, il y avait des gens raisonnables autour de lui. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il les a écartés coup sur coup.
Maintenant, il est préparé, il est arrivé avec son fameux, même s'il l'a dénié, le fameux projet 2025 avec une gang de béni oui-oui autour de lui qui sont là aussi pour s'enrichir, s'en mettre plein les poches, mettre des politiques, ils vont l'influencer, ils sont prêts à dire oui, merci, le président. Il ne faut pas nécessairement compter sur ces gens-là, des gens qui sont le moindrement dédiés à la cause de l'intérêt national des États-Unis auraient probablement déjà invoqué l'article 2025 pour cause de santé mentale. Voilà. Je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire. C'est peut-être fort conclure là-dessus, mais je pense qu'on en est rendu là. Merci beaucoup, Éric Duchesne. Ça fait plaisir.